Le 20 janvier 1961, John F. Kennedy est investi en tant que 35e président des États-Unis. C'est une journée froide et lumineuse à Washington. Le jeune président prononce son discours désormais célèbre « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » La foule éclate en applaudissements. L'Amérique a un nouveau dirigeant jeune charismatique promettant une nouvelle frontière. Mais une personne manque ostensiblement à la tribune où les anciens présidents s'assoient traditionnellement. Harry Truman, qui avait quitté ses fonctions seulement 8 ans plus tôt et qui à 76 ans était toujours actif et en bonne santé, n'est pas là. Il n'a pas été invité. Et même s'il l'avait été, il ne serait pas venu car Harry Truman et John F. Kennedy se détestaient profondément. Truman pensait que Kennedy était un gamin riche et arrogant qui avait acheté la présidence grâce à l'argent de son père. Kennedy lui considérait Truman comme un vieil homme amer s'accrochant désespérément à sa pertinence. Durant les 2 premières années de la présidence, Kennedy-Truman fut pratiquement banni de la Maison-Blanche. Le seul ancien président démocrate encore en vie était traité comme un ennemi par le nouveau président démocrate. Ce n'était ni un accident ni un problème d'agenda, c'était une exclusion délibérée. Kennedy voulait que Truman sache qu'il n'était plus le bienvenu, plus nécessaire et plus pertinent. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi Kennedy a banni Truman de la Maison-Blanche, ce que Truman avait fait pour mériter un tel traitement, et comment leur querelle a révélé une guerre générationnelle et sociale au sein du Parti démocrate, une guerre dont les échos résonnent encore aujourd'hui. La haine entre eux remonte à la campagne présidentielle de 1960. Kennedy briguait l'investiture démocrate face à Lyndon Johnson, Hubert Humphrey et d'autres. Kennedy était le favori jeune beau riche, auréolé d'une histoire de héros de guerre et disposant d'une machine politique sophistiquée, financée par son père. Truman ne le supportait pas. En juillet 1960, juste avant la convention démocrate, Truman convoqua une conférence de presse et lâcha une bombe. Il annonça qu'il n'assisterait pas à la convention, car elle était truquée en faveur de Kennedy. Il affirma que la convention était contrôlée par le père de Kennedy, Joe Kennedy, qui avait dépensé une fortune pour acheter la nomination pour son fils. Truman ne s'arrêta pas là. Il remit en question la maturité de Kennedy pour assumer la présidence. « Sénateur, êtes-vous certain d'être vraiment prêt pour le pays, ou que le pays soit prêt pour vous ?» demanda-t-il. Il insinuait clairement que Kennedy n'était pas qualifié, suggérant qu'un sénateur de 48 ans, avec une expérience exécutive quasi inexistante, n'était pas préparé à devenir président. Et cela venant de Truman était dévastateur. Il était le seul ancien président démocrate, encore vivant une figure vénérée du parti. C'est lui qui avait pris la décision de larguer la bombe atomique, affronter les soviétiques et renvoyer Douglas MacArthur. Il avait une crédibilité immense, et il l'utilisait pour détruire la candidature de Kennedy. Pourquoi Truman avait-il fait cela? Plusieurs raisons. D'abord, Truman croyait sincèrement que Kennedy n'était pas qualifié. Kennedy avait été sénateur pendant moins de 8 ans. Il n'avait jamais été gouverneur ni dirigé une grande institution. Il n'avait jamais dû prendre de décisions exécutives difficiles ou gérer une organisation importante. Ses principales qualités étaient d'être séduisant, éloquent et riche. Ensuite, Truman méprisait Joe Kennedy, le père de JFK. Joe Kennedy avait été ambassadeur en Grande-Bretagne à la fin des années 1930 et avait plaidé pour l'apaisement envers Hitler. Il avait déclaré que le Royaume-Uni ne pouvait pas gagner la guerre contre l'Allemagne et que les États-Unis devaient rester à l'écart des conflits européens. Pour Truman, qui avait combattu pendant la Première Guerre mondiale
et comprenait bien la menace fasciste, cela faisait de Joe Kennedy un lâche au mieux, un sympathisant nazi au pire. Joe Kennedy s'était également enrichi par des moyens douteux, peut-être même par la contrebande d'alcool durant la Prohibition, et avait utilisé cette fortune pour acheter de l'influence politique. Truman lui venait de la pauvreté et avait construit sa carrière par le travail et l'habileté politique. Il détestait les hommes riches persuadés qu'ils pouvaient acheter le pouvoir. Troisièmement, Truman soutenait Lyndon Johnson. Johnson avait été un puissant chef de la majorité au Sénat, avec de réelles réussites législatives et une expérience que Kennedy n'avait pas. Truman pensait que Johnson était clairement le mieux qualifié, et il était exaspéré de voir l'argent et le charme de Kennedy l'emporter sur la substance. Quatrièmement, la question catholique. Kennedy était catholique, et aucun candidat catholique n'avait encore réussi à surmonter ce handicap en politique présidentielle américaine. Truman n'était pas personnellement anti-catholique, mais il craignait que la religion de Kennedy fasse perdre l'élection aux démocrates. Selon lui, nommer Kennedy était un pari téméraire pour la Maison-Blanche. La réponse de Kennedy à l'attaque de Truman fut magistrale. Au lieu de se défendre, il organisa sa propre conférence de presse. Il déclara avoir envoyé un télégramme à Truman, contenant une série de questions incisives. « Puis-je vous demander si vous pensez que 43 ans, c'est trop jeune pour être président? C'est vous qui m'avez nommé à une responsabilité internationale en 1945, quand j'avais 28 ans. J'ai siégé au Congrès pendant 14 ans, soit la même durée que vous, avant de devenir président. » C'était brillant. Kennedy rappelait à tous que Truman lui-même avait été considéré comme inexpérimenté lorsqu'il était devenu président. Truman avait été sénateur pendant 10 ans, avant de devenir vice-président, à peu près comme Kennedy. Si Truman était qualifié à 60 ans, pourquoi Kennedy ne l'était-il pas à 43? Kennedy souligna également que Truman soutenait Johnson, son collègue du Sénat, ce qui donnait l'impression d'une politique d'initié, plutôt que d'une objection de principe. Kennedy se positionnait comme l'outsider combattant l'establishment avec Truman, comme symbole de cet establishment tentant de le bloquer. Le public adora la réponse de Kennedy. Truman apparut comme un vieil homme, amer, cherchant à protéger ses relations. Kennedy semblait un jeune combattant défiant les barons du parti. L'attaque de Truman se retourna complètement contre lui. Kennedy obtint finalement la nomination à la Convention. Truman l'endossa pour l'élection générale, mais uniquement parce que Kennedy affrontait Richard Nixon, que Truman haïssait encore plus. L'appui de Truman fut réticent et sans enthousiasme. Il laissa clairement entendre qu'il soutenait le parti, pas l'homme. Kennedy remporta l'élection présidentielle de novembre 1960, l'une des plus serrées de l'histoire américaine, et il n'oublia ni ne pardonna la tentative de Truman de détruire sa candidature. L'affront de l'inauguration n'était que le début. Traditionnellement, les anciens présidents sont des invités d'honneur aux événements de la Maison-Blanche. Ils sont conviés aux dîners d'État, aux cérémonies officielles et aux annonces politiques importantes. C'est une manière de montrer du respect pour la fonction et d'assurer une continuité institutionnelle. Kennedy ne les invita pas. Enfin, il invita Herbert Hoover, l'ancien président républicain, car Hoover était âgé et retiré de la vie politique. Mais Truman, le seul ancien président démocrate encore en vie, ne reçut rien, aucun dîner d'État, aucune cérémonie, aucune invitation. Pendant 2 années entières, Truman fut totalement exclu. C'était mesquin et délibéré. La Maison-Blanche de Kennedy était célèbre pour ses événements glamour. On y recevait des intellectuels, des artistes, des célébrités.
Il transformait la Maison-Blanche en centre de la culture américaine, et il s'assurait que Harry Truman sache bien qu'il n'en faisait pas partie. Pourquoi Kennedy était-il si vindicatif? Parce que Truman avait tenté de l'humilier au pire moment possible. Kennedy avait passé des années à préparer sa marche vers la présidence. Il avait calculé chaque geste construit des alliances, levé des fonds. Puis Truman, parlant avec l'autorité d'un ancien président, l'avait traité de gamin riche, non qualifié, soutenu par l'argent de son père. Kennedy savait que l'attaque de Truman lui avait fait du mal. Les sondages montraient qu'un nombre significatif de démocrates doutaient de son expérience après la conférence de presse de Truman. Kennedy obtint l'investiture malgré tout, mais Truman l'avait affaibli à un moment crucial. Kennedy croyait fermement à l'idée de rendre l'appareil. Il y avait aussi une dimension sociale dans leur haine. Kennedy venait de l'une des familles les plus riches des États-Unis. Il avait étudié à Harvard et évoluait dans des cercles sociaux élitistes. Sa femme, Jackie, était cultivée sophistiquée, parlant couramment le français et ayant étudié à la Sorbonne. Les Kennedy représentaient une forme d'aristocratie américaine. Truman n'avait rien d'aristocratique. Il avait grandi dans une ferme du Missouri. Il n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire. Il avait échoué dans les affaires avant d'entrer en politique via une machine politique corrompue. Sa femme Bess était simple, discrète, totalement indifférente à la haute société de Washington. Les Truman représentaient l'Amérique moyenne ordinaire. Kennedy considérait Truman comme provincial et peu sophistiqué. Truman voyait Kennedy comme gâté et imbu de lui-même. Chacun incarnait ce que l'autre détestait dans la société américaine. L'exclusion continua durant 1961 et 1962. Truman lisait dans les journaux les événements mondains de la Maison-Blanche auxquels il n'était pas invité. Il voyait des photos de Kennedy entouré d'anciens responsables et comprenait qu'il était volontairement mis à l'écart. C'était humiliant pour un homme qui avait été président et avait pris des décisions qui avaient façonné le monde. Truman ne souffrit pas en silence. Il accorda des interviews critiquant la politique de Kennedy. Il attaqua la gestion de l'invasion de la baie des Cochons en avril 1961, suggérant qu'un président plus expérimenté n'aurait jamais approuvé une opération aussi mal planifiée. Il critiqua l'approche prudente de Kennedy sur les droits civiques. Il insinua que Kennedy se préoccupait davantage de l'apparence que du fond. Ces critiques faisaient mal parce qu'elles contenaient une part de vérité. La baie des Cochons avait été un désastre. Le bilan de Kennedy sur les droits civiques durant ses 2 premières années avait été timide, et l'idée qu'il privilégiait l'image et les relations publiques n'était pas injustifiée. Mais les critiques de Truman ressemblaient aussi à l'amertume d'un vieil homme, incapable d'accepter que son époque était révolue. Les proches de Kennedy exploitaient cela. Ils faisaient fuiter des histoires, affirmant que Truman était jaloux de la popularité et du glamour de Kennedy, qu'il cherchait désespérément à rester pertinent. La crise des missiles de Cuba en octobre 1962 ne changea rien. Kennedy réussit à éviter une guerre nucléaire, recevant des louanges même de ses détracteurs. Truman reconnut à contre-cœur que Kennedy avait bien géré la crise, mais il ajouta aussi que l'échec de la baie des Cochons avait créé les conditions mêmes de cette crise. Toujours aucune invitation de la Maison-Blanche. Fin 1962, l'exclusion de Truman commençait à devenir embarrassante pour Kennedy. La presse remarquait que Truman n'avait jamais mis les pieds à la Maison-Blanche depuis l'entrée en fonction de Kennedy. Des sénateurs démocrates demandèrent pourquoi Kennedy mettait à l'écart l'ancien chef de file du parti. Même certains conseillers de Kennedy suggérèrent qu'il était temps de faire la paix.
Kennedy résistait. Il ne voulait pas offrir à Truman la satisfaction d'avoir été rappelé. Il ne voulait pas de photos de lui avec Truman, suggérant qu'il avait besoin de la bénédiction de l'ancien président. Kennedy voulait que tout le monde comprenne qu'il avait gagné la présidence malgré l'opposition de Truman. Mais la pression politique augmentait. Les élections de mi-mandat de 1962 s'étaient plutôt bien passées pour les démocrates, et Kennedy préparait déjà sa campagne pour 1964. Il avait besoin d'un parti uni. Avoir une querelle publique avec le seul ancien président démocrate, encore en vie, devenait un handicap. Ainsi, début 1963, l'équipe de Kennedy contacta Truman pour lui proposer une visite à la Maison-Blanche. Pas pour un grand événement ou un dîner d'État, simplement une visite de courtoisie, une brève rencontre destinée à montrer qu'il n'y avait pas d'animosité. Une séance photo, une poignée de main, et c'était terminé. Truman refusa d'abord. Il ne comptait pas être convoqué à la Maison-Blanche comme un quémandeur après 2 ans d'ignorance. Si Kennedy voulait la réconciliation, il n'avait qu'à venir à Independence, dans le Missouri, et rendre visite à Truman sur son propre terrain. Cela créa une impasse. Kennedy ne voulait pas se déplacer pour baiser la bague de Truman. Truman ne voulait pas aller à Washington pour être traité avec condescendance par un président qu'il avait rejeté. Les 2 hommes étaient trop fiers pour céder. La percée vint par des intermédiaires. Des amis communs, au sein du Parti démocrate, négocièrent un compromis. Kennedy ferait publiquement l'éloge de la présidence de Truman et reconnaîtrait ses contributions. Truman accepterait une invitation à un événement de la Maison-Blanche, célébrant Medicare, que les 2 hommes soutenaient. Cela permettrait une réconciliation sans que l'un ou l'autre ne semble capituler. L'événement eut lieu au printemps 1963. Truman revint à la Maison-Blanche pour la première fois sous la présidence Kennedy. Les photos montrent 2 hommes qui manifestement ne s'aiment pas, essayant simplement de gérer une situation embarrassante. Kennedy sourit son sourire public charmant, mais dépourvu de chaleur. Truman paraît raide mal à l'aise, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Ils se serrèrent la main devant les caméras. Kennedy prononça quelques mots aimables sur l'héritage de Truman. Truman hocha poliment la tête. Puis il partit aussi vite qu'il le put. La réconciliation officielle avait eu lieu, mais la haine demeurait. Pourquoi Kennedy avait-il finalement cédé? Parce que maintenir Truman à l'écart nuisait davantage à Kennedy qu'à Truman. Cela donnait à Kennedy l'image d'un homme mesquin et vindicatif. Cela suggérait une faiblesse, celle d'être tellement menacé par les critiques d'un vieil homme qu'il devait l'exclure. Cela créait un conflit inutile au sein du Parti démocrate, à un moment où Kennedy avait besoin d'unité. Kennedy pensait aussi à l'histoire. Il était jeune et s'attendait à servir 8 ans. Il voulait être retenu comme un grand président, non comme quelqu'un qui entretenait des querelles mesquines avec ses prédécesseurs. Réconcilier même superficiellement servait ses intérêts à long terme. Mais la réconciliation n'était que cosmétique. Kennedy et Truman ne développèrent jamais de véritables relations. Ils ne cherchèrent jamais les conseils l'un de l'autre. Face à des décisions difficiles, Kennedy ne consulta jamais Truman. Et lorsque Truman avait des avis sur la politique, Kennedy ne souhaitait pas les entendre. Les fossés sociaux et générationnels étaient trop profonds. Kennedy représentait un nouveau parti démocrate urbain, instruit, sophistiqué, tourné vers les droits civiques et les affaires internationales. Truman représentait l'ancien parti démocrate, classe ouvrière pragmatique, axé sur la sécurité économique et la lutte contre le communisme. C'étaient 2 partis différents, avec des valeurs différentes, et Kennedy faisait clairement comprendre que la version de Truman était
obsolète. Il y a ici une ironie tragique. Beaucoup des problèmes auxquels Kennedy fut confronté étaient exactement ceux que Truman avait connus et sur lesquels il aurait pu le conseiller. Le désastre de la baie des cochons venait d'une confiance excessive envers les agences de renseignement, sans remettre en question leurs hypothèses, quelque chose que Truman avait appris à ses dépens. Les difficultés avec le Congrès venaient de grandes ambitions, sans l'expérience législative nécessaire pour les mettre en œuvre, une dynamique que Truman maîtrisait. Les défis liés à la gestion d'une coalition démocrate diverse étaient une spécialité de Truman. Mais Kennedy ne demanda jamais conseil, et Truman n'offrit jamais le sien. Leur haine mutuelle empêcha Truman d'être utile à Kennedy, et la présidence de Kennedy en souffrit. Lorsque Kennedy fut assassiné, en novembre 1963, Truman fut bouleversé, non parce qu'il appréciait Kennedy, mais parce qu'il respectait la fonction et comprenait l'ampleur de la tragédie. Truman assista aux funérailles et se montra gracieux envers la famille Kennedy. Quelles que fussent ses opinions personnelles sur JFK, Truman croyait que les présidents méritaient le respect. Après la mort de Kennedy, Truman se montra plus généreux envers sa présidence. Il reconnut les accomplissements de Kennedy, notamment en matière de droits civiques et de politique étrangère. Mais Truman continua d'affirmer que Kennedy avait manqué d'expérience et que sa jeunesse avait été un handicap. Même dans la mort, Kennedy ne put obtenir l'approbation totale de Truman. La famille Kennedy ne pardonna jamais à Truman ses attaques de 1960. Lorsque Lyndon Johnson devint président, il invita fréquemment Truman à la Maison-Blanche et consulta régulièrement son avis. Mais lorsque Robert Kennedy se présenta à la présidence en 1968, il fit clairement savoir que le soutien de Truman n'était pas souhaité. Les Kennedy n'oublient pas qui sont leurs ennemis. Avec le recul, la querelle Truman-Kennedy révèle des vérités importantes sur la politique américaine. Elle montre à quel point ces conflits sont personnels, combien l'ego et l'orgueil motivent les dirigeants politiques. Kennedy bannit Truman de la Maison-Blanche, non pas en raison de divergences politiques, mais parce que Truman avait blessé son orgueil. Elle montre aussi le conflit générationnel au sein du Parti démocrate. Truman représentait les démocrates du New Deal, classe ouvrière, centrée sur l'économie, socialement conservateur, tandis que Kennedy incarnait une nouvelle coalition, professionnels instruits socialement libéraux, ouverts sur le monde. Ces groupes ne se comprenaient ni ne se respectaient. Elle révèle aussi le conflit de classe aux États-Unis. Le ressentiment de Truman envers la richesse et les privilèges de Kennedy était profond et réel. Le mépris de Kennedy envers Truman, jugé rustique et peu sophistiqué, l'était tout autant. La démocratie américaine prétend que n'importe qui peut devenir président, mais la réalité est que la classe sociale influence profondément la perception et les relations entre dirigeants. Et surtout, cette querelle montre à quel point l'animosité personnelle peut être destructrice en politique. Truman possédait une sagesse et une expérience qui auraient pu être utiles à Kennedy. Kennedy avait l'énergie et la vision qui auraient pu inspirer Truman. Au lieu de cela, ils passèrent des années à s'insulter et à refuser de coopérer. L'exclusion de Truman, pendant 2 ans, fut l'un des gestes les plus mesquins de l'histoire présidentielle. Kennedy avait des griefs légitimes face aux attaques de 1960, mais réagir en bannissant le seul ancien président démocrate vivant était puéril et contre-productif. Truman portait lui aussi une part de responsabilité. Ces attaques de 1960 étaient inutilement personnelles, remettant en question la préparation de Kennedy à la présidence, le qualifiant de marionnette de son père.
Cela dépassait largement une critique politique pour entrer dans l'insulte personnelle. Truman avait commencé la querelle, même si Kennedy l'avait aggravée. Au final, les deux hommes perdirent. Kennedy perdit l'accès à la sagesse durement acquise de Truman sur la présidence. Truman perdit l'occasion d'influencer une nouvelle génération de dirigeants démocrates. Le parti perdit la possibilité d'une continuité et d'un apprentissage intergénérationnel. Et la politique américaine perdit une nouvelle occasion pour ses dirigeants de dépasser les rancœurs personnelles au profit du bien commun. Harry Truman mourut en 1972, 9 ans après l'assassinat de Kennedy. Durant ces dernières années, Truman s'adoucit quelque peu envers Kennedy, reconnaissant qu'il avait été trop dur en 1960. Mais il n'admit jamais s'être trompé concernant le manque d'expérience de Kennedy. Il emporta dans sa tombe la conviction que Kennedy avait été promu trop rapidement et que sa présidence en avait souffert. La famille Kennedy, elle ne s'adoucit jamais envers Truman. Elle se souvenait de ses attaques et de son opposition. Lorsque la bibliothèque Kennedy fut construite, Truman n'y fut pas mis en avant. Le mythe kennedien, qui se développa après la mort de JFK, effaça en grande partie Truman de l'histoire du Parti démocrate, présentant la présidence Kennedy comme un nouveau départ plutôt qu'une continuation des traditions démocrates. C'est là le véritable héritage du bannissement de Truman par Kennedy. Il ne s'agissait pas seulement de 2 années d'exclusion mesquine, c'était une rupture symbolique entre les anciens démocrates et les nouveaux, entre le libéralisme de la classe ouvrière et celui de la classe professionnelle, entre l'expérience et le charisme. Kennedy annonçait que son parti n'avait plus besoin de Truman, que les anciennes méthodes étaient révolues, qu'une nouvelle génération avait pris le commandement. Que cela soit bon ou mauvais dépend de votre vision politique. Mais une chose est certaine, la haine personnelle entre ces deux hommes empêcha une collaboration constructive qui aurait pu bénéficier à chacun d'eux et au pays. Et Harry Truman, qui avait été président des États-Unis, qui avait pris des décisions ayant façonné le monde, passa 2 ans à savoir qu'il n'était pas le bienvenu à la Maison-Blanche, parce qu'il avait mis en doute les qualifications d'un jeune sénateur. Parfois les personnes les plus puissantes du monde sont tout aussi mesquines que n'importe qui. John F. Kennedy l'a prouvé, en bannissant Harry Truman de la Maison-Blanche, et Truman l'a prouvé en attaquant Kennedy dès le départ. 2 présidents, soi-disant dévoués au service public, incapables de dépasser leur mépris mutuel suffisamment longtemps pour travailler ensemble. Ce n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un avertissement sur ce qui arrive lorsque l'ego prend le pas sur le devoir.